Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, les enseignements perdus. Certaines des plus grandes découvertes bibliques ont eu lieu en 1945. Et nous ne parlons pas ici des manuscrits de la Mer Morte, mais d'une collection tout à fait différente. Une collection d'ouvrages anciens trouvés dans la ville de Nagamadi en Égypte. Et il s'est avéré que ces rouleaux faisaient partie d'une bibliothèque spirituelle scellée en secret dans le désert égyptien depuis l'an 350 de notre ère. Les textes avaient été mis à l'abri par une communauté de chrétiens et qui pensaient suivre les véritables enseignements du Christ. Certains de ces textes contiennent des informations sur Jésus que personne au monde ne connaissait depuis plus de 1600 ans. Et l'un de ces mystérieux textes perdus est l'Évangile de Marie qui suggère que Jésus-Christ était marié à Marie-Madeleine. Il y a aussi la première Apocalypse de Jacques qui montre que Jésus était beaucoup plus philosophe qu'on ne le croirait. Dans cet évangile, Jésus décrit la préexistence de l'âme humaine, une idée rejetée par la plupart des théologiens chrétiens aujourd'hui. Il parle beaucoup de la lumière de l'esprit, de la conscience supérieure, du moi supérieur et de la plus grande unité avec toutes les choses. Dans ce même ouvrage, Jésus aurait dit à son frère Jacques, encore une partie controversée du livre, de se libérer de l'enveloppe charnelle qui l'entoure. Il existe un autre texte appelé le dialogue du Sauveur, où l'un des disciples demande à Jésus « Qui est celui qui cherche et qui est celui qui révèle ?» Jésus répondit « Celui qui cherche est celui qui révèle. » Et les enseignements conservés dans les manuscrits de Nagamadi ressemblent beaucoup plus à des enseignements bouddhistes ou hindous qu'à des enseignements chrétiens. Jésus semble vouloir montrer à ses disciples qu'ils sont le Saint-Esprit et que Dieu vit en eux autant qu'ils vivent en lui. Mais avec le temps et l'institutionnalisation de l'Église, certains de ces livres seront perdus, d'autres rejetés, jusqu'à être redécouverts parmi les trésors de Nagamadi. Numéro 9, le code de l'âge de glace. En 2007, Geneviève von Petzinger a entrepris d'étudier l'art rupestre géométrique, peint ou sculpté sur les parois des grottes et des abris sous roches du monde entier à l'âge de pierre. Geneviève a voyagé à travers le monde et a documenté autant de sites anciens qu'elle a pu trouver. Elle a été choquée de constater d'étranges similitudes entre les signes géométriques trouvés dans les grottes du monde entier à partir d'il y a 40 000 ans. Elle pense que les premiers êtres humains disposaient d'un système de communication bien avant la première langue écrite des Sumériens. Ces découvertes suggèrent que les êtres humains communiquaient avec les mêmes motifs géométriques, quel que soit l'endroit où ils vivaient dans le monde. Il pourrait donc s'agir d'une sorte d'ancien langage universel. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Geneviève a trouvé environ 32 signes géométriques répartis sur 30 000 ans d'art rupestre en Europe. Et elle affirme que s'il s'agissait de gribouillis aléatoires, on s'attendrait à voir beaucoup plus de variations. Logique. Et au lieu de cela, nous voyons exactement les mêmes signes. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Un langage, un moyen de communiquer des événements ? Les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse. Tout ce que l'on sait, c'est que ces signes se répètent dans la plupart des grottes de l'âge de pierre et qu'environ 65% d'entre eux sont restés en usage jusqu'à l'aube de la civilisation. Et Geneviève a même comparé ces symboles aux emojis d'aujourd'hui. J'espère juste qu'ils n'avaient pas les équivalents de ces emojis. Numéro 8, la bibliothèque de Pergame. La bibliothèque de Pergame a été établie dans la ville du même nom il y a environ 2200 ans. Et c'est le roi Eumène II de l'Empire attalide qui est à l'origine de sa construction sous son règne entre 197 et 159 avant notre ère. La bibliothèque est devenue le centre d'apprentissage et le dépôt de connaissances le plus respecté d'Asie mineure. La bibliothèque d'Alexandrie en Égypte contenait probablement plus de volumes et était plus célèbre, mais à son apogée, la bibliothèque de Pergame comptait environ 200 000 livres, la plupart écrits sur parchemin. Mais la rivalité entre Pergame et Alexandrie a poussé les deux institutions à tenter d'acquérir le plus de connaissances possible en remplissant leur étagère de livres. Mais tout comme la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque de Pergame n'a pas duré éternellement. Le royaume de Pergame fut assimilé à la République romaine vers 100 avant Jésus-Christ. Les Romains ont continué à entretenir la bibliothèque jusqu'à ce que les choses commencent à mal tourner. 60 ans plus tard, Marc-Antoine aurait remis l'ensemble de la collection de la légendaire bibliothèque à son amante
Cléopâtre et il aurait été vidé et transféré à la bibliothèque d'Alexandrie en 43 avant Jésus-Christ. Cela signifie que les connaissances interdites ou la sagesse sacrée qui se trouvait dans la bibliothèque a été perdue lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est ballot ça. C'est ce qui s'appelle mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais la bibliothèque de Pergame a tout de même continué d'exister pendant les premières années de l'Empire byzantin. Mais la collection n'était plus que l'ombre d'elle-même et en 1100, la ville de Pergame a été abandonnée. Numéro 7. Le Evil May Day. Le Evil May Day est l'un des pires jours de l'histoire anglaise. C'est le jour où des émeutes xénophobes ont éclaté en 1517, entraînant sang et chaos. Une manifestation avait été organisée à Londres pour expulser tous les étrangers vivant dans la ville. Les Londoniens se sont regroupés puis ont violemment attaqué tous ceux qu'ils considéraient comme des étrangers. Ils ont sauvagement battu les cordonniers flamands, les courtisans royaux français et matraqué les marchands étrangers. À cette époque, environ 2% de la population de Londres était née en dehors de l'Angleterre. C'était le règne du roi Henri VIII et les Londoniens commençaient à détester les étrangers qui arrivaient et s'installaient sur leurs terres depuis le continent. Mais c'était très ironique, puisque les Londoniens étaient eux-mêmes en grande partie les descendants des Normands venus de France, qui avaient envahi les terres des Saxons, eux-mêmes venus d'Allemagne, qui avaient envahi les terres en ruine précédemment colonisées par les Romains, lesquels bien sûr avaient envahi et pris les terres des anciennes tribus. Mais va expliquer ça un forgeron londonien en colère contre les travailleurs flamands immigrés en 1517. De quoi se prendre un coup de massue en pleine tête. Bref. Une foule de plus de 1000 hommes en colère s'est assemblée dans le centre de Londres, à libérer un groupe de prisonniers qui avaient déjà eu des ennuis pour avoir attaqué des étrangers justement et s'est livré à une véritable émeute. Ils se sont introduits dans les maisons de riches étrangers et ont pillé leurs biens. Une grande partie de la colère était dirigée contre les riches ressortissants français. Finalement, le duc de Norfolk investit Londres avec sa propre armée privée et réprime les émeutes. 300 personnes seront arrêtées au total et 13 seront exécutées pour trahison. Numéro 6. Le fermier et les aliens. Dans les années 50, Antonio Villas-Boas était un fermier brésilien qui prétendait avoir été enlevé par des extraterrestres. Des histoires similaires ont circulé au Brésil tout au long des années 50, mais celle d'Antonio a été la première à retenir véritablement l'attention. Certains pensent qu'il s'agissait d'un canular, mais Antonio a tenu bon toute sa vie. Il n'a jamais changé de récit et n'a jamais admis avoir menti. Il a affirmé avoir été enlevé jusqu'à sa mort en 1991. Et lorsque l'enlèvement présumé a eu lieu, Antonio n'avait que 23 ans. Il travaillait la nuit dans sa ferme pour éviter la chaleur brutale de la journée. Et le 15 octobre 1957, il a vu une étoile rouge apparaître dans le ciel. L'étoile se serait rapprochée et se serait transformée en une sorte d'avion ovoïde dans l'atmosphère, puis aurait atterri dans le champ du fermier. Elle se tenait sur 3 pattes métalliques et Antonio s'est mis à courir pour sauver sa vie. Mais il n'est pas allé bien loin. Antonio affirmait qu'il avait été saisi par un humanoïde vêtu d'une salopette et d'une sorte de casque qui émettait des aboiements. Alors là, j'aurais bien aimé voir ça, des aliens en salopette, ça promet. Et c'est à ce moment-là que 3 autres humanoïdes seraient arrivés et auraient entraîné Antonio dans leur vaisseau spatial. Le reste de son histoire implique qu'il a été enduit de gel, analysé, asphyxié par une sorte de gaz, ainsi que des accouplements intergalactiques. Oui, c'est bien ce qu'il raconte. Antonio dit avoir été forcé de procréer avec l'un des extraterrestres avant que les êtres humanoïdes ne le laissent quitter leur vaisseau. Antonio a été traité de fou par ses amis et sa famille, et il s'est finalement marié et a eu même 4 enfants et est même devenu avocat. Mais cette histoire d'enlèvement l'a toujours poursuivi. Lorsque les médecins ont testé Antonio après cet événement étrange, ils ont découvert tout de même qu'il avait été exposé à une dose massive de radiation. Étant donné qu'il n'avait jamais quitté sa ferme rurale à l'époque, il n'y a jamais eu d'autres explications au fait qu'il ait pu être en contact avec de si grandes quantités de radiation. Numéro 5. Le pendentif magique. La magie était une réalité dans le monde antique.
la question de savoir si la magie fonctionnait ou non n'est qu'une question de spéculation, mais les gens croyaient vraiment au pouvoir de la magie. Et récemment, un détecteur de métaux a découvert un pendentif magique datant de l'époque médiévale, enterré à Colchester, dans l'Essex en Angleterre. Le pendentif a été trouvé avec la phrase hébraïque « Tu es puissant pour toujours, ô Seigneur ». Et l'experte locale, Laurie Rogerson, explique que le pendentif était probablement porté par un noble qui essayait d'invoquer le pouvoir de Dieu en utilisant l'hébreu, une langue qu'il devait considérer comme magiquement puissante. Cette pratique était particulièrement courante au XIIe et XIIIe siècle. Les nobles britanniques voyaient dans la magie un moyen de les protéger et de les enrichir. Pour les chrétiens du Moyen Âge, l'hébreu était la seule langue magique. Ils considéraient l'hébreu comme une langue ancienne et mystérieuse provenant du domaine des sortilèges, des légendes et des connaissances mystiques perdues. Et de nombreux objets ont été découverts datant de l'Angleterre médiévale, portant des inscriptions magiques en hébreu. Et c'est également à cette époque que l'antisémitisme s'est développé en Angleterre, ce qui a conduit à l'expulsion des Juifs en 1290. L'hébreu est passé du statut de langue mystique de protection à celui de langue du diable. L'opinion publique a changé très rapidement. Numéro 4. Jésus. Selon plusieurs historiens, il est temps d'accepter que Jésus de Nazareth, le Seigneur et Sauveur de la religion chrétienne, avait une apparence bien différente de ce que l'on pourrait penser. Bien qu'il soit souvent représenté avec de longs cheveux bruns, une peau pâle et une apparence très caucasienne, les historiens affirment que Jésus avait une apparence que l'on pourrait considérer bien plus moyen-orientale. Selon la Bible elle-même, il est né en Israël. Cela signifie que Jésus aurait ressemblé à ses voisins. Peau mate, cheveux foncés et des yeux foncés. En 2001, une tentative a été faite pour découvrir la véritable race et le vrai visage de Jésus. Et elle a été documentée dans la série documentaire Son of God, le Fils de Dieu. L'étude, parrainée par la BBC, France 3 et Discovery Channel, a été réalisée à partir d'un visage construit à l'aide de techniques médico-légales. Un visage a été reconstitué à l'aide de l'anthropologie médico-légale par l'expert Richard Neve, un artiste médical de l'unité d'art en médecine de l'université de Manchester. Le visage reconstitué par Neve suggère que Jésus aurait eu un visage large et un grand nez, et il différait considérablement des représentations traditionnelles de Jésus dans l'art occidental. Et pour donner vie à Jésus, Richard s'est basé sur les faits. Il a utilisé les premières représentations connues du Christ trouvées en Israël et dans les environs au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a également utilisé des crânes israéliens préservés datant du 1er siècle. Et tous ces travaux scientifiques prouveraient que Jésus avait une apparence cohérente avec son lieu de naissance et son ethnie. Il aurait eu des cheveux noirs et courts, un grand nez, des lèvres pleines et une barbe noire hirsute. Et ce n'est qu'au IIIe siècle que Jésus a été représenté tel que nous le voyons aujourd'hui grâce à l'empereur Constantin. Il aurait transformé l'image de Jésus de Nazareth en celle d'un homme blanc portant une longue barbe châtain afin de le rendre plus facilement assimilable par ses sujets. Après tout, il cherchait à convertir le plus grand nombre de personnes possible. Numéro 3. Stonehenge amazonien. Des scientifiques ont trouvé la preuve qu'une civilisation très avancée vivait au Brésil 500 ans avant que les Espagnols ne commencent à coloniser les Amériques. Les indigènes de l'Amazonie brésilienne créaient d'énormes blocs de granit dans le cadre d'un ancien Stonehenge de la jungle, et ce, bien avant l'arrivée des Européens. La preuve vient du site de Reggio Grande, surnommé le Stonehenge amazonien. Des scientifiques ont récemment étudié les 127 blocs de granit du site, chacun d'entre eux mesurant 3 mètres de haut et formant un cercle de 30 mètres de diamètre. Reggio Grande semble avoir été construit il y a 1000 ans par un peuple inconnu vivant dans les profondeurs de la jungle. Ce vaste cercle de pierre a été construit au sommet d'une colline, peut-être à des fins astronomiques. Les experts pensent que ce Stonehenge tropical a été utilisé par les anciens astronomes pour cartographier le cosmos. Ils restaient dans leur grand observatoire de pierre et observaient le mouvement des étoiles et des planètes. Si c'est vrai, ils devaient avoir une connaissance approfondie de l'univers, un exploit qui serait impressionnant pour des gens qui vivaient dans l'obscurité perpétuelle de la canopée de la jungle. Cependant, il reste encore beaucoup à apprendre sur Reggio Grande.
Marina Cabral étudie le site depuis des années et le qualifie d'infiniment passionnant. Elle a également exploré d'autres sites mégalithiques de la région qui pourraient avoir été des repères pour d'anciens chasseurs. Mais des preuves supplémentaires sont nécessaires avant de déclarer que Reggio Grande est l'équivalent de Stonehenge. Personne ne sait quand l'endroit a été construit, qui l'a construit, où les bâtisseurs sont allés et pourquoi ils ont abandonné leur observatoire. Mais si vous avez des théories, je suis preneur. Numéro 2, le royaume de Gowisai. Et oui, ça se prononce vraiment comme ça, j'ai vérifié. À partir du 5e siècle après Jésus-Christ, après la chute de la Grande-Bretagne romaine, le mystérieux royaume de Gowisai s'est élevé pour régner sur une grande partie du Royaume-Uni pendant 200 ans. Il a forgé une nouvelle identité pour les Britanniques au lendemain de la destruction romaine. Tout a commencé avec un envahisseur germanique nommé Cerdic. Mais comme nous sommes au 5e siècle, au début de l'âge des ténèbres, on ne sait pas grand-chose de cette époque. Le royaume de Gowisai relève à la fois du mythe et de l'histoire. Et le premier souverain de ce royaume mystérieux est Cerdic. Il est arrivé en Grande-Bretagne en 495 avec une petite flotte de navires. En 508, il s'est battu contre le souverain autochtone britannique Nathan Laud. Et au cours des décennies suivantes, Cerdic allait établir le royaume de Grande-Bretagne méridionale. Le problème que rencontrent la plupart des historiens est qu'il existe très peu de preuves de l'existence de Cerdic. Les colonies germaniques découvertes au 6e et au 7e siècle ont été utilisées pour supposer que le royaume de Gowisai avait été fondé par des mercenaires germaniques, mais personne ne sait vraiment d'où ils venaient. Au 8e siècle, Gowisai avait assimilé la plupart de ses rivaux et établi le royaume de Wessex. Ils sont devenus des Saxons et n'ont perdu le pouvoir que lors de la conquête normande, lorsque les descendants des Vikings se sont emparés de l'Angleterre. Numéro 1. Pratique barbare des bâtisseurs néolithiques. Les bâtisseurs néolithiques de Stonehenge avaient d'horribles habitudes alimentaires, si dérangeantes d'ailleurs que l'on peut très bien comprendre pourquoi elles étaient interdites sur le plan historique. Des scientifiques ont récemment analysé des déchets humains découverts dans un village préhistorique situé juste à côté de Stonehenge. Il pourrait s'agir du village même où les bâtisseurs du grand monument ont vécu. Plusieurs générations de bâtisseurs résidant dans le même hameau paisible du paysage théâtral du Wiltshire préhistorique. Et l'étude a révélé la présence de vers parasites. En d'autres termes, les bâtisseurs néolithiques mangeaient quelque chose qui les infestait de parasites. Les scientifiques pensent qu'ils mangeaient des tripes et des abats de vaches crues. L'un des principaux auteurs de l'étude, Pierce Mitchell, a déclaré que les parasites provenaient probablement d'un festin hivernal organisé pendant la construction de Stonehenge. Il était courant que les bâtisseurs se gavent pendant les mois d'hiver, mangeant probablement tout ce qui leur tombait sous la main. Et d'après les œufs de verre, ils se gavaient très certainement de poumons, de foie et d'autres organes crus provenant de vaches infectées. Cela s'est passé en 2500 avant notre ère, lorsque la plus grande partie de Stonehenge a été achevée. Et découvre ce qui est advenu aux 7 merveilles du monde antique en cliquant sur cette vidéo.